vous avez aussi les séries des équations que nous avons, disons, suggérées pour effectuer les calculs dans votre projet. Donc maintenant, quelles sont les significations physiques de ces variables? Donc l'écart de vitesse et la valeur du coefficient de distribution diphasique. Alors, pour compléter cette partie, regardons d'abord si on peut trouver une signification physique à cette variable qu'on vient d'introduire. La première chose, c'est prendre comme point de départ la définition de l'écart de vitesse que Zuber et Finlay ont proposé. Ça veut dire la vitesse relative par rapport de la phase gazeuse par rapport à la vitesse du centre du volume. Donc ça, c'est la définition de base. Donc, l'écart de vitesse est la vitesse relative de la phase gazeuse par rapport à un volume, donc son déplacement est donné par J. Donc, si je considère maintenant la définition que nous avons introduite tout au début de ces cours, J n'est pas autre chose que la somme de la vitesse superficielle de la phase gazeuse et la vitesse superficielle de la phase liquide. Regardez bien que je n'ai pas introduit jusqu'à maintenant les valeurs moyennées, donc sont des valeurs, disons, locales dans l'équation. Maintenant, on sait que je peux écrire ceci comme étant les taux de vide fois la vitesse du gaz, plus 1 moins les taux de vide fois la vitesse du liquide. Donc, l'identité est valable, de manière que J, je peux l'écrire comme étant les taux de vide qui multiplient à la vitesse du gaz moins la vitesse du liquide. Donc, je passe ça à l'extérieur de la parenthèse, plus la vitesse du liquide. Donc, ce que nous avons devant nous, c'est une nouvelle variable, une variable très intéressante, qui représente la vitesse relative locale entre la vitesse de la phase gazeuse et la vitesse de la phase liquide. Donc, ceci, c'est la vitesse relative entre les phases, définie localement, de manière que je peux dire que la vitesse du centre de volume est égale au taux de vide local fois la vitesse relative plus la vitesse du liquide. Donc, maintenant, je peux introduire cette définition, cette manière de présenter la vitesse du centre de volume dans l'équation que nous avons comme définition d'écart de vitesse. Et ce qu'on obtient, c'est que l'écart de vitesse est égal, donc, à la vitesse de la phase gazeuse, moins les taux de vide fois la vitesse relative entre la phase gazeuse et la phase liquide, moins la vitesse du liquide. Donc, ça veut dire que maintenant, je trouve une relation entre l'écart de vitesse et la vitesse relative. Et ceci est donné par l'écart de vitesse qui s'écrit comme étant donc la vitesse du gaz moins la vitesse du liquide moins le taux de vide, la vitesse relative. Mais ça, c'est aussi la vitesse relative. Donc ça veut dire que la définition de l'écart de vitesse m'amène à une relation directe avec la notion de vitesse relative, et donc je peux écrire que l'écart de vitesse n'est pas autre chose que 1 moins le taux de vide local qui multiplie à la vitesse relative. Donc, maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est quelle est cette vitesse relative? Mais nous avons introduit les concepts de moyenne pondérée par rapport au taux de vide pour l'écart de vitesse. Donc, appliquons maintenant la moyenne à la valeur correspondant
à l'écart de vitesse exprimé en fonction de la vitesse relative entre la phase gazeuse et la phase liquide. Donc, on voit maintenant que l'écart de vitesse est relié à la différence cinématique selon la présence de la phase gazeuse par rapport à la phase liquide. Donc, si on introduit maintenant la moyenne telle qu'est utilisée dans nos calculs, donc la moyenne pondérée par rapport au taux de vide, alors je l'applique ici et j'obtiens 1 sur A, l'intégrale sur A, alpha, que c'est notre facteur de pondération, de la fonction elle-même, donc je prends la fonction complète, 1 moins alpha, la vitesse relative de A. Et qu'est-ce que j'ai en bas? J'ai 1 sur A, alpha, donc l'intégrale de la fonction de pondération de A. Donc, je vois maintenant à partir de cette équation que 1 sur A, intégrale de alpha, 1 moins alpha, la vitesse relative de A, qui n'est pas autre chose que la moyenne de ce que j'ai à l'intérieur de l'intégrale, ça veut dire la moyenne de alpha, 1 moins alpha, la vitesse relative. Donc, ça c'est la définition de moyenne, donc c'est la moyenne de cette quantité. Mais cette moyenne, disons, effectuée sur la section de passage, n'est pas autre chose que les produits de la moyenne de l'écart de vitesse pondéré par rapport au taux de vide, donc multiplié par la moyenne du taux de vide local, qui est le taux de vide moyenne. Donc ça veut dire le taux de vide moyenné dans la section de passage, multiplié par la moyenne de l'écart de vitesse pondéré par rapport au taux de vide. Alors, ici, nous allons considérer qu'on peut appliquer la moyenne dans ces quantités d'une manière approximative et les exprimer de la manière suivante. La moyenne de alpha fois la moyenne de 1 moins alpha fois la moyenne de la vitesse relative qui sera approximativement égale, étant donné que c'est un produit des moyennes qui n'est pas égal à la moyenne des produits, des taux de vide moyennés fois la moyenne de la vitesse relative. Et donc, la moyenne pondérée par rapport au taux de vide de l'écart de vitesse. Donc, ce que nous avons maintenant, c'est que la moyenne pondérée par le taux de vide de l'écart de vitesse, la moyenne de l'écart de vitesse pondéré par rapport au taux de vide est égale ou approximativement égale à 1 moins alpha moyenné, ça veut dire 1 moins le taux de vide moyenne multiplié par la vitesse relative moyennée dans la section de passage. Alors maintenant, il s'agit de déterminer c'est quoi cette vitesse relative. Alors, la première chose, c'est d'aller au laboratoire et faire une expérience. Bon, la première expérience qu'on peut faire, c'est la suivante. Donc, la première expérience qu'on peut faire, c'est de prendre une colonne qui contient de l'eau avec une vitesse de la phase liquide égale à 0. Donc, une vitesse de phase liquide égale à 0. Donc, c'est de l'eau stagnante, mais on injecte des petites bulles de gaz solitaire et on voit et on mesure quelle est la vitesse de déplacement du gaz à l'intérieur de cette masse de liquide stagnante. Donc,
à ce moment-là, on observe qu'au début, en fonction du temps, la vitesse de cette bulle au début est très faible, même nulle, parce qu'il sort de cette, disons, capillaire où on injecte des bulles de l'ordre de millimètres de diamètre. Et donc, elle s'accélère par après, et par la suite, un certain temps plus tard, elle arrive asymptotiquement à une valeur qui ne change plus. Cette vitesse qui ne change plus, on l'appelle la vitesse terminale U infinie. Donc, on arrive à une vitesse, donc, presque constante, quand la petite bulle ascendante perd son taux de changement de vitesse, donc son accélération. Ceci est très facile de mesurer par des méthodes optiques. Alors, ce que nous avons fait dans notre laboratoire, on a effectué des mesures des bulles de 1 mm d'argon. Donc, on a pris de l'argon, mais on a envoyé l'argon au réacteur nucléaire que nous avons à côté de notre laboratoire. On a activé l'argon avec des neutrons, et donc on a eu de l'argon radioactif. Et donc, on était capable de suivre la trajectoire et la vitesse des bulles individuelles dans une colonne d'eau, simplement en mesurant la radioactivité émise par cette petite bulle d'1 mm de diamètre qui était, disons, dans un canal d'environ 5 à 10 cm de diamètre rempli d'eau. Donc, on a déterminé cette vitesse terminale. Et donc, on peut dire quelle est la vitesse relative moyennée dans ce système. Alors, la vitesse relative moyennée dans ce système, essentiellement, ça va être la vitesse du gaz, donc c'est la vitesse de la bulle, moins la vitesse du liquide. Mais la vitesse du liquide est égale à 0, donc on obtient que dans ce cas, la vitesse relative correspond à la vitesse de la bulle, qui avec le temps devient la vitesse terminale constante U infinie. Mais par après, qu'est-ce qu'on fait? On met le liquide en mouvement. Donc, si on change maintenant la vitesse du liquide et on place le liquide en mouvement avec une vitesse du liquide différente de 0, eh bien, ceci est équivalent à prendre un observateur qui se déplace avec le liquide. Et donc, on obtient encore une fois que la vitesse relative par rapport au liquide continue à être la vitesse terminale. Donc, que le liquide soit stationnaire ou que le liquide soit en mouvement, les mouvements de cette bulle est à peu près les mêmes et donc donné par cette vitesse qu'on appelle la vitesse terminale. L'expérience suivante que nous avons effectuée, c'est de dire, OK, c'est correct. Ceci nous permet d'écrire, donc de manière approximative, que la fonction de l'écart de vitesse moyenné pondéré par rapport au taux de vide est à peu près égal à moins le taux de vide multiplié par la vitesse terminale. Mais la question, c'est que l'expérience est faite quand l'eau ne contient pas d'autres bulles. Si maintenant on a d'autres bulles qui peuvent interagir avec une bulle qui est en train de se déplacer verticalement, certainement ici on a aussi une bulle extrêmement petite, de diamètre très faible, de telle sorte qu'elle ne change presque pas la géométrie, parce que si le changement de géométrie intervient, à ce moment-là, la bulle va commencer à osciller et la vitesse sera différente et plus difficile à analyser. Mais quand on place d'autres bulles en présence de la bulle qu'on est en train d'analyser, la vitesse terminale n'est pas cette valeur. Et donc, ce qu'on trouve expérimentalement, et on a comparé nos valeurs avec des valeurs obtenues par des méthodes photographiques par d'autres personnes et qu'on trouve dans la littérature. Donc, on trouve que la vitesse relative en présence d'autres bulles est
approximativement égal à 1 moins le taux de vide moyenne fois la vitesse terminale quand on est à condition de epsilon presque égal 0. Donc ça veut dire que maintenant, si je dois utiliser cette relation dans l'équation, l'expression de l'écart de vitesse moyenné et pondéré par rapport au taux de vide qui intervient dans la relation de la vitesse du gaz devrait s'écrire comme étant à peu près 1 moins epsilon au carré fois la vitesse terminale qu'on mesure dans des conditions où le taux de vide est presque zéro. Étant donné que le volume occupé par une bulle de gaz par rapport au volume total donc est presque zéro. La dimension de la bulle est très petite par rapport à la dimension du volume total. Donc on a des bulles de l'ordre de 1 mm de diamètre, donc que nous avons mesuré par les méthodes optiques, et le volume total, c'est un tube dans notre expérience, c'était un tube de 2 mètres de long pour 10 cm de diamètre, de manière que on peut dire que le taux de vide était pas mal proche de zéro. Maintenant, ça c'est ce qui provient des expériences de laboratoire, ce que nous avons fait à plusieurs reprises et qu'on peut trouver dans la littérature. Mais maintenant, comment est-ce qu'on peut estimer analytiquement la vitesse terminale? La vitesse terminale, on peut la déterminer analytiquement par un bilan de force. Donc, quand l'effet gravitationnel est contrebalancé par les forces agissant du fluide vis-à-vis la bulle en mouvement. Et donc, ces calculs donnent une équation qui a la forme suivante: sigma multiplié par l'accélération de la gravitation fois la différence de masse volumique entre les liquides et les gaz, divisé par la masse volumique du liquide au carré, la masse volumique du liquide au carré, tout ça à la 1 quart. Donc ça c'est l'équation qu'on peut trouver par un simple bilan d'énergie, un écoulement de Stokes, et un bilan de force, pardon, mais c'est qu'on on a trouvé expérimentalement que ceci doit être validé par la présence d'un coefficient K d'ajustement. Et donc on peut dire que la vitesse terminale est égale à K multiplié par sigma qui multiplie à la différence de densité divisé la masse volumique du liquide au carré à la 1 quart. Donc, la valeur de K, telle que proposée par Wallis, est la racine de 2. Expérimentalement, on a trouvé d'autres valeurs de K, donc de l'ordre de 1,53, et ça c'est certainement 1,41. Donc, de manière que vous trouvez dans les documents qui concernent votre projet la valeur de cette vitesse donnée par cette relation. Et donc, ça vous permet de compléter maintenant l'interprétation physique qu'on a de l'écart de vitesse moyenné pondéré par rapport au taux de vide. Ça veut dire représente la vitesse relative des bulles par rapport au liquide dans les cas d'un écoulement vertical dû essentiellement à l'action de la gravitation et à la différence des masses volumiques entre les phases. Maintenant, en ce qui concerne C0, C0 c'est un autre paramètre très important dans lequel nous avons fait pas mal d'études, donc nous avons fait quelques publications là-dessus. Alors, C0, en fait, n'est pas autre chose que le produit de alpha qui dépend de la position, appelons position R dans un canal, et de la vitesse
superficielle et donc moyennée à l'intérieur d'un canal. Donc maintenant, certainement, on peut s'amuser à proposer des relations plus ou moins appropriées pour faire les intégrales qui représentent chacun de ces valeurs moyennées, mais on peut aussi aller dans le sens expérimental. Alors, imaginons que je prends un canal vertical et je considère du liquide, de l'eau seulement. Donc, j'ai un écoulement d'eau dans un canal vertical. Quelle est la valeur de C0 dans ce cas? Bien, dans ce cas, je n'ai pas la présence du gaz, donc le taux de vide partout sera égal à 0, et donc nécessairement, je n'ai pas un facteur de distribution diphasique, donc je n'ai pas l'effet de C0, par conséquent, C0 doit être égal à 0. Maintenant, supposons que je répète l'expérience, mais cette fois-ci, ça c'est NZ. Non, la gravitation. Donc, si je prends maintenant un mélange diphasique, donc je prends un mélange diphasique, toujours avec l'accélération de la gravitation comme ça, mais je prépare ce mélange avec un débit de liquide plus un débit du gaz à l'entrée du canal. Et je considère un débit du gaz faible. Donc, appelons débit du gaz G0. J'ai fabriqué un instrument donc de sonde optique pour la mesure du taux de vide local et des sondes électriques aussi, il y a pas mal des années. Donc, et on a été capable de mesurer les profils des taux de vide quand le débit du gaz était faible. Et ce que nous avons trouvé, c'est que le taux de vide, dans des cas de débit du gaz très faible, est donné par des profils de ce type-là. Donc, on a la présence de petites bulles qui sont logées aux proximités des parois du canal vertical. Donc, dans ce cas, on observe que Z0 est plus petit que 1. Donc, presque la totalité du canal, disons, est remplie par les liquides et très peu de gaz détermine la valeur de alpha R aux proximités de la paroi. Maintenant, si on augmente le débit du gaz, donc je passe, toujours avec l'action gravitationnelle comme ça, je passe par un débit Q liquide plus Q gaz, et appelons ça Q gaz 1. Donc, le débit du gaz 1 plus grand que le débit du gaz 0 qu'on a utilisé auparavant. Alors, à ce moment-là, les mesures du taux de vide local avec des sondes optiques ou électriques nous montrent que le taux de vide commence à descendre proche de la paroi et monter vers le centre. Donc, ça c'est alpha en fonction de R, mesuré expérimentalement. Donc, nous avons un profil de taux de vide local qui a cette forme. Ici, on a un écoulement à bulles dispersé, et ici, on a un écoulement à bouchon. Donc, il y a tendance au gaz de migrer vers le centre, et dans ce cas, on obtient un C0 qui est approximativement égal à 1. Maintenant, si je continue à augmenter le débit du gaz, donc dans les mêmes conditions, je répète l'expérience. Donc, on a fait énormément d'expériences là-dessus dans le passé.
Donc, j'augmente le débit du gaz ici à un débit du gaz, mettons 2, plus grand que le débit du gaz antérieur. Alors, ce qui arrive, c'est que les gaz qui avant, initialement, étaient presque collés à la paroi, a commencé à migrer vers le centre pour conserver sa masse, étant donné que la masse volumique est beaucoup plus faible que le liquide. Et donc ici, quand le débit du gaz est suffisamment grand, donc plus grand que le débit du gaz que j'avais antérieurement, donc 1, donc presque la totalité des gaz maintenant est logée au centre du canal. Il y en a à ce moment-là ce qu'on appelle un écoulement annulaire. Et donc quand l'écoulement annulaire disons, s'établit, les coefficients Z0 tend encore une fois vers 1. Donc, ça c'est expérimentalement, de telle manière qu'avec des observations expérimentales, en faisant des mesures de vitesse et de taux de vide, disons, localement, avec des instruments appropriés, on note que les coefficients de distribution Z0 en fonction du taux de vide alpha se comportent de la manière suivante. Donc Z0 est égal à 1, eh bien C0 est plus petit que 1 quand le taux de vide est très faible, dépasse 1 et approche 1 quand le taux de vide devient le taux de vide pour lequel on a une transition entre écoulement à bulle et écoulement à bouchon. Entre la transition bouchon et écoulement annulaire, les coefficients C0 se comportent de cette manière. Donc, c'est possible d'obtenir C0 de manière expérimentale, de telle sorte que ici c'est alpha égale à 1 et ici c'est alpha égale à 0. Donc, d'obtenir des relations appropriées pour les coefficients de distribution, soit en connaissant la distribution locale du taux de vide et des vitesses dans un canal pour une panoplie de conditions expérimentales, et on obtient à ce moment-là la valeur de C0, tout ça nécessaire pour obtenir la valeur de la vitesse du gaz pondérée par rapport au taux de vide, qui est donné comme étant l'écart de vitesse moyenné pondéré par rapport au taux de vide, plus les coefficients de distribution multiplié par la vitesse superficielle totale. Donc, c'est l'équation que nous avons introduite au départ et qui nous permet par après de reprendre, de récupérer la cinématique complète de vitesse autant de la phase gazeuse que de la phase liquide et de cette manière introduire une correction dans l'équation de conservation, surtout de la quantité de mouvement et de l'énergie. Donc voilà, ça vous donne suffisamment d'informations pour compléter votre projet et j'espère que vous allez pas seulement réussir le projet, mais que vous allez aimer, disons, les types d'activités qu'on vous propose et de cette manière comprendre un peu mieux la physique des écoulements diphasiques et la mathématique associée. Donc, merci et bonne chance à vous tous.